Donc bonjour tout le monde, dans cette capsule-là, on va s'intéresser à la prédiction temporelle, donc le Time Series Forecasting. Euh, Puis qu'est-ce que c'est précisément? Bon, la prédiction temporelle, c'est que ce qu'on peut prédire les données futures euh, basées en fait sur nos données passées. Puis pour prédire nos données futures, on va essayer d'aller puiser en fait euh, le maximum d'informations euh, dans nos données passées. Donc, si on regarde en fait cette série-là, nos données passées, bon, on voit en fait là, qu'on a, on a une variabilité là, avec un pattern qui se répète en fait. On n'a pas des spikes en fait. Donc, notre série est assez groupée en fait autour de cette variance-là. Donc, c'est une première information. La deuxième, en fait, c'est qu'on a une espèce de pattern qui se répète avec bon, une distance, je peux dire, une distance temporelle, je sais pas si ça se dit, ou un lag prédéfini, avec une espèce de spike, puis un deuxième petit spike, puis après ça, on recommence. Donc, on a une espèce de ce pattern-là, en fait, qui se répète. Donc, c'est la deuxième information, en fait, qu'on est capable de distinguer de cette série-là. Puis, la dernière, en fait, c'est qu'on a une espèce de. On a une tendance positive, on a une tendance positive, fait penser à une espèce de saisonnalité. Là. Ici, par exemple, c'est un an. Donc, on a une espèce de saisonnalité comme ça ici, une espèce de cycle. Donc, est-ce qu'on pourrait utiliser les trois informations que je vous ai montrées, en fait, pour prédire euh, les données futures? Donc, par exemple, est-ce que ma série ferait, à partir d'ici, elle recommencerait elle serait plate, puis ça recommencerait à être positive? Est-ce qu'on pourrait utiliser la même variabilité, puis le même pattern là, qu'on voit là, de nos deux pics, là, un plus grand puis un plus petit, pour prédire les données futures? Bon, la réponse c'est oui, on peut utiliser toutes ces informations-là pour construire un modèle prédictif. Donc, les modèles prédictifs, bon, j'en ai un peu parlé dans la présentation de votre TP. Vous avez les modèles. Bon, là, j'en ai mis quelques-uns, là, mais il y en a beaucoup. Ça, c'est les principaux. Donc, il y a des modèles pour les séries stationnaires. Donc, vous avez les AR, les MA, puis les ARMA. Donc, AR euh, va pour Auto-Regressive Model. MA, c'est Moving Average. Puis ARMA, donc, c'est la combinaison des deux. Et ensuite, vous avez des séries qui sont non stationnaires, donc des séries qui sont influencées par soit une tendance, une saisonnalité ou les deux. Donc vous avez les ARIMA, qui est les auto-regressive, puis à l'intérieur on a mis integrated. Donc ça, c'est quand vous voyez integrated ou un I, c'est quand on intègre la tendance. Puis quand vous avez un S, donc SARMA ou SARIMA, c'est qu'on a une composante saisonnière euh, dans notre modèle. Donc, on va commencer par les Auto-Regressive Models, les AR Models. Donc, ce modèle, c'est une régression en fait. Puis une régression, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on prédit une variable avec une autre. Donc, une régression linéaire, c'est qu'on utilise une variable euh, pour prédire de manière linéaire le comportement de l'autre. Dans ce cas-ci, c'est une auto-régression. Donc, la prédiction d'une variable est basée sur elle-même. Donc, on va prédire à partir des valeurs passées. Puis ce modèle-là se découle dans cette formule-là qu'on va regarder ensemble. Donc, y de t, quand je dis y, en fait, c'est la variable. Puis quand je dis de t, en fait, c'est qu'on va utiliser le temps pour la prédire. Donc, y de t est égal à bêta 0. Donc, ça, c'est un qu'on pourrait pas le voir comme un peu l'ordonnée à l'origine. Plus bêta 1 fois y de t moins 1. Donc, on a un coefficient, le bêta 1, va utiliser en fait y de t, donc la moins 1. Donc, la valeur passée d'un lag 1. Donc, la valeur juste derrière elle, si je peux dire comme ça. Puis, bêta 2, donc notre coefficient numéro 2, fois yt moins 2, donc la valeur de deux lags passés, plus bêta i fois y de t moins i. Donc, i représente l'ordre du modèle. Donc, si on enlève BI, on a Y de T, on utilise le moins un puis le moins 2. Donc ici, dans ce cas-ci,
euh, ça serait un AR modèle d'ordre 2 parce qu'on utilise le lag 1 et le lag 2. Puis si par exemple I est 10, donc on a un modèle AR d'ordre 10. Donc on va utiliser les 10 lags pour prédire notre variable qui est dans ce cas-ci Y de t. Donc quand on dit qu'on veut prédire notre variable avec les variables passées, c'est vraiment avec le modèle AR qu'on va le faire. Donc si Y est égal à 2, un modèle d'ordre 2 qui va utiliser deux valeurs derrière pour prédire et deux coefficients bêta. Donc, comment je fais pour trouver l'ordre du modèle? Donc, comment je fais pour savoir je vais utiliser combien de lags pour prédire ma variable? Donc, on va utiliser les lags significatifs dans une PACF, donc une Partial Autocorrelation Function, une fonction d'autocorrélation partielle, une PACF. Puis, on se rappelle que l'ACF, c'est une fonction d'autocorrélation. Puis, pourquoi on utilise une PACF? En fait, c'est que l'ACF va regarder en fait les effets indirects des lags. Puis, pour regarder l'effet du lag 2, ben, elle va d'abord passer par le lag 1 pour mesurer son effet, puis ensuite l'effet du lag 2. Tandis qu'une PACF va regarder directement les effets par rapport à Y de t. Donc on va mesurer directement l'effet de YT-2 sur YT. Donc la CF, on se rappelle, c'est une corrélation de Pearson lorsqu'on shift la série. Puis une PACF, en fait, c'est on construit une combinaison linéaire de coefficients, un peu comme une AR, qui comporte le nombre de lags I à tester. Donc le lag 1 ici, on va mesurer l'effet direct du lag 1. Puis le coefficient, en fait, il est de 0 à 1. Donc, c'est directement, en fait, le coefficient va être la valeur, en fait, qu'on va mettre dans une PACF. Puis, même chose pour le lag 2 qui va être notre coefficient bêta 2 jusqu'à I, en fait, pour le nombre de lags qu'on veut tester. Puis, pourquoi c'est direct? En fait, c'est parce que c'est une combinaison linéaire, donc c'est une addition. Donc, pourquoi c'est l'effet direct du numéro 2? Ben parce que j'ai déjà inclus le 1 puis le 3. Donc j'isole euh, l'effet direct du lag 2. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour trouver l'ordre de notre modèle AR, on utilise le PACF. Donc on va utiliser, comme dans ce cas-ci, on va utiliser juste le lag 1 et 2 parce que c'est les deux lags qui sont au-dessus de notre seuil de notre taux de signification. En fait, c'est le lag 1 et 2 qui sont significatifs. Donc, notre AR va utiliser notre bêta 1 et notre bêta 2. Pour notre Moving Average Model, notre modèle EMA, ce modèle utilise l'erreur passée, soit l'écart à la moyenne. Donc, lorsqu'on veut prédire Y de t, qui est notre variable, avec les erreurs passées, donc on va utiliser Y de t est égal à mu, qui est notre moyenne, plus un coefficient, donc sigma 1, fois l'erreur à t-1. Puis ça, en fait, notre erreur, en fait, c'est l'écart à notre moyenne. Donc, par exemple, je regarde à un lag moins 1, c'est quoi la différence entre ma valeur puis ma moyenne. Donc ça, c'est ma valeur ici. Donc l'erreur à t-1. Donc à t-1, c'est quoi l'écart entre ma valeur puis ma moyenne. Je vais faire la même chose à t-2. Puis je vais utiliser en fait cet écart-là pour prédire ma variable y de t. Puis, même chose ici, I représente l'ordre du modèle. Donc, si I est égal à 2, on a un modèle d'ordre 2 qui va utiliser deux valeurs derrière, donc deux erreurs pour prédire avec deux coefficients oméga. Pardon, c'est pas sigma, c'est oméga. Donc, un modèle pur EMA peut seulement prédire le nombre de lags utilisés. Donc, si j'utilise un modèle d'ordre 2, juste EMA, je peux juste prédire
deux lags futurs. Après ça, il va utiliser la moyenne. Donc, ce qu'on comprend en fait, c'est que utiliser juste un modèle EMMA, puis des séries qui sont reliées à purement un processus EMMA, ben, c'est assez rare dans la nature. Mais on va quand même l'utiliser pour acheter une certaine variabilité. Mais c'est rare qu'on va utiliser juste un modèle EMMA. On va plutôt l'intégrer dans un ARMA ou dans un ARIMA. Donc, pour trouver le nombre de lags significatifs, on utilise une ACF. La même chose que pour la PACF. Donc, c'est quoi les, euh, les lags sont significatifs dans une ACF, on va utiliser ceux-là. Donc, si on regarde un ARMA, donc c'est la combinaison des deux, donc avec notre AR et notre MA. Puis, quand je vais utiliser ces deux-là pour prédire euh, ma série. Donc, ça va être une combinaison en fait de mes coefficients. Donc, si on va noter en fait un ARMA, donc 2,1, c'est le nombre d'ordres en fait par composante. Donc, ici, on a un modèle d'ordre 2 AR, puis un modèle d'ordre 1 MA. Puis, je l'avais pas mentionné, là, mais si je le note, si j'ai un modèle uniquement AR, puis c'est un modèle d'ordre 2, c'est AR parenthèse 2. Donc le 2 va signifier le nombre d'ordres qu'on va utiliser. Donc le nombre de lags. Donc ici, si j'ai un modèle ARMA 2, 1, je vais utiliser deux coefficients bêta avec mes deux lags. Donc bêta 1 avec YT-1, bêta 2 avec YT-2, puis oméga 1 avec l'erreur à T-1. Donc ça va être un ARMA 2, 1. Donc, et si j'ai une tendance dans ma série, qu'est-ce que je fais? Parce que je peux pas, ma série n'est pas stationnaire, puis on l'a vu précédemment que je peux uniquement utiliser des AR, puis des MA, puis des ARMA lorsque mes séries sont stationnaires. Donc, mais moi, ma série, elle a une tendance, puis je veux l'utiliser en fait pour prédire. Donc, est-ce que je peux prédire ces valeurs? Mais ma série n'est pas stationnaire, donc heureusement, je vais utiliser les ARIMA models. Donc, on rajoute le I qui tient pour intégrer. Donc, je vais pouvoir utiliser la variabilité dans mon ARMA, puis je vais pouvoir l'intégrer par rapport à ma tendance pour prédire, en fait, pour continuer à prédire mon augmentation linéaire avec ma variabilité. Donc, le ARIMA, c'est Auto-Regressive Integrated Moving Average. Donc, on note ARIMA P, D, Q. Donc, P ici, c'est pour l'ordre AR. D, c'est pour l'ordre de différenciation. Et Q pour le Moving Average. Donc, je vais noter ici. Donc, exemple avec un ARIMA 1, 1, 1. Donc, on a un ordre 1 AR. On va différencier d'ordre 1. Puis, Q qui est pour mon Moving Average. Puis, quand je parle de différenciation d'ordre 1, c'est un peu ça ici que je fais. Donc, je vais transformer ma série temporelle Q de T jusqu'ici. Il y a une erreur ici, là, mais ça devrait être Z de T. Donc, Z de T est égal à Q de T plus 1 moins QT1. Donc, je vais prendre la valeur à un lag 1, puis je vais la soustraire à la valeur précédente pour en fait enlever la tendance. Donc, je vais la différencier d'ordre 1, c'est-à-dire je vais utiliser juste un lag, mais le lag plus 1. Si c'est d'ordre 2, je vais utiliser le deuxième lag. Puis ça, en fait, là, comment qu'on teste, là, c'est pour voir, en fait, je vais essayer de le faire. Après ça, je peux tester avec une ADF pour voir si ça a fonctionné. Mais ça, on va le voir dans une autre capsule que je vais vous montrer, en fait, comment coder tout ça dans Python. Comment sélectionner vos modèles, voir si vos modèles sont significatifs. Donc là, on voit un peu la théorie. Puis après ça, je vais vous faire une autre capsule avec un script. Vous allez faire des exercices pour tester puis construire vos modèles. Donc on revient un peu à notre ARIMA d'ordre 1. Donc ici, je vais transformer la tendance pour la rendre stationnaire. Donc on voit que ma tendance, après, ma série va rester
va pas varier selon une tendance, ça va rester près d'une valeur. Puis là, je vais fitter mon ARMA, entre guillemets. Donc, une fois que c'est différencié, je vais fitter un ARMA, mais je vais pas fitter un ARMA sur Q de T, qui est ma valeur à prédire. Je vais la fitter sur mon Z de T. Donc ici, Z de T est égal à B0, mon ordonnée d'origine, mon bêta 0, avec, là c'est un ARIMA d'un 1. Donc bêta de 1 est égal à Y de T moins 1 fois oméga 1 fois l'erreur à T moins 1. Puis ensuite, je vais retransformer Z de T en Q de T. En fait, je vais faire l'opération inverse pour la retransformer puis d'utiliser en fait pour retrouver ma tendance. Mais une fois que une fois que j'ai ma série stationnaire, c'est la même procédure que si on faisait un ARMA. Donc je vais faire mon ACF puis ma PACF sur ma série stationnaire pour trouver mon nombre de lags. Là, je l'avais déjà parce que je vous avais dit c'est un exemple avec un ARIMA 1-1-1, mais si je ne connais pas ça, je vais faire ma différenciation d'ordre 1. Parce que ma série stationnaire, oui, je fais ma ACF, PACF sur ma série stationnaire, donc sur ma Z de T. Je trouve mes nombres de coefficients, je les teste, puis après ça, une fois que j'ai trouvé, ben là, je peux retransformer puis construire mon modèle. Donc, on a vu que quand j'avais une tendance, qu'est-ce que je fais lorsque j'ai une saisonnalité? Donc, est-ce que je peux prédire mes données futures avec ma saisonnalité? Donc, on voit ici qu'on a un pattern en fait qui augmente puis qui descend avec une certaine variabilité à l'intérieur d'une année. Donc, la saisonnalité, c'est ça en fait. C'est un pattern qui se répète à l'intérieur d'un an. Donc, ça peut être un an, ça peut être 6 mois, ça peut être une semaine, un jour. C'est vraiment un pattern répétitif dans un lac de temps défini. T'sais. Si une cyclicité, c'est quelque chose qui va ressembler à la saisonnalité, mais qui est moins précis, si je peux dire. Donc, souvent, ça va être les pics ne seront pas nécessairement à la même endroit. Des fois, ce ne sera pas toujours le même lag. Les lags vont différer un peu. Donc, c'est la différence entre la saisonnalité et la cyclicité. Donc, est-ce que je peux prédire les données futures si je connais en fait mon pattern répétitif? Ben oui, en fait. Donc, je connais en fait mon pattern répétitif, j'ai juste à le répéter. Donc, ici, on se doute que, par exemple, si j'ai une variable qui est influencée par l'été et l'hiver, ben on se doute que ça va recommencer à avoir un plateau ici, puis ça va recommencer à augmenter. Donc, je peux utiliser la composante saisonnière pour prédire mes données futures. Donc, je vais faire la même chose. Je vais utiliser ma variabilité, mon petit pattern, ma saisonnalité pour prédire mes données futures. Dans ce qu'on appelle un... en fait, je peux avoir... Là, je vous présente un SARIMA, mais je pourrais aussi avoir un SARMA qu'on n'utilise pas le integrated. Donc, on n'a pas la tendance. Donc, le SARIMA, en fait, on va rajouter une composante saisonnière. Donc, on note le SARIMA comme ça ici. Donc, ça va être un ARIMA avec 3 paramètres. Donc, on a P, D et Q, qui sont des paramètres liés à la non-saisonnalité. Puis après ça, je vais avoir P, D, Q majuscules, qui vont être les mêmes choses. Donc, par rapport à notre AR, notre integrated, puis notre MA. Mais je vais avoir des paramètres liés à la composante saisonnière. Puis le S qu'on rajoute, c'est la longueur de la saison. Puis, ce qu'on va faire en fait là, pour un ARIMA, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une différenciation d'ordre 1. Donc, on enlevait la tendance. Donc, on faisait une valeur moins l'autre. Quand c'était d'ordre 1, c'était T-1. Mais là, la différence, en fait, avant même de faire notre ARIMA, la première chose, c'est qu'on va différencier la saisonnalité. Donc, on va transformer notre variable Q de T, qui est notre variable de départ de série temporelle, moins Q, parenthèse T moins S. Donc, S, c'est la longueur de notre saison. Donc, si par exemple, c'est 12 pour 12 mois, j'ai une série temporelle au mois,
mais je vais faire la valeur Q de T moins Q T moins S. Donc, ça va être la valeur précédente dans la saison précédente pour différencier ma saison. Donc, je vais enlever en fait la saisonnalité pour avoir une série stationnaire Z de T. Puis après ça, je vais pouvoir continuer soit avec mon ARMA ou mon ARIMA. Euh, donc là, je vais faire la même procédure. C'est juste que je vais avoir enlevé la saisonnalité tout d'abord. Puis ensuite, je vais prédire avec mon ARMA ou mon ARIMA. Puis ensuite, je vais retransformer en utilisant la saisonnalité pour pour retourner à mon Q de T, en fait, à ma variable de départ. Donc, c'est un peu abstrait, là. Ça va se clarifier, en fait, avec des exemples que je vais faire dans Python, avec des séries temporelles démo à moi. Ensuite, vous allez pouvoir le faire avec les séries de votre TP. Mais ce qu'il faut l'important c'est de comprendre, c'est comment on fait un AR puis un MA, comment on les construit avec le ACF puis le PACF, puis quand on rajoute un I ou un S, donc soit un ARIMA ou un SARIMA en fait, c'est que euh, on va enlever cette composante-là. Donc, soit qu'on va l'intégrer avec une différenciation d'ordre 1 ou une différenciation saisonnière. Donc, on l'enlève, on fait notre AR puis notre MA comme habitude, puis ensuite, on va retransformer à la fin. Euh, donc, je vous ai un peu expliqué euh, de façon théorique qu'est-ce qu'on fait en arrière, mais dans Python, en fait, euh, on va tester, on va pas coder toutes les formules en fait que je vous ai montrées. Il va le faire pour nous et nous en fait, on veut juste comprendre théoriquement comment ça se passe pour pouvoir mieux interpréter nos résultats. Donc, tu sais, dans Python, ce qu'il va nous dire, il va nous dire carrément, ça, ici, ça va être 1, 0, 1. Puis c'est nous autres, en fait, qui va venir plugger, en fait, les paramètres qu'on doit mettre ici. Puis on va venir tester, voir si ça fonctionne ou pas, avec des p-values, des choses comme ça. Donc, c'est la fin, en fait, de cette capsule-là sur le Time Series Forecasting. Puis la prochaine capsule, ça va être un exercice démo dans Python. Donc vous allez pouvoir faire votre exercice sur des séries démo à moi que vous allez pouvoir ensuite appliquer à votre TP.